Ruth Lanning pressa la main de son père contre sa joue et sentit la chaleur la quitter. Pas lentement, d'un seul coup, comme une bougie éteinte par le vent. C'était ce moment-là, pas les funérailles, pas la maison vide, pas le silence qui a suivi. C'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'il ne lui restait plus rien. Rien, sauf les derniers mots d'un mourant et la coupure de journal, pliée si souvent que l'encre commençait à craqueler. Le nom d'un étranger, une adresse au Kansas, une promesse qu'elle ne savait pas comment tenir. Si vous avez déjà dû choisir entre vous noyer dans le chagrin ou affronter quelque chose de terrifiant, cette histoire est pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne. Suivez le voyage de Ruth jusqu'au bout et laissez un commentaire pour me dire de quelle ville vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. L'été de 1874 s'abattit sur Saint-Louis, comme il le faisait toujours. Lourd et indésirable, il écrasait tout sous une chaleur sans manière. Mais Ruth Lanning le sentait à peine. Elle ne ressentait plus grand-chose depuis des semaines. Pas depuis que son père avait cessé de se lever. Elle était assise à côté de lui le matin où il a finalement renoncé à faire semblant. Ruth, sa voix était comme une charnière rouillée. Proche-toi, ma fille. Elle serra sa chaise contre le cadre du lit. Elle faisait ça depuis des jours, se rapprochant comme si la proximité pouvait retenir ce qui s'éloignait déjà. Je suis là, papa. Tu ne pleures pas, n'est-ce que bon? Non, monsieur? Bien. Il toussa et le son lui fit serrer la mâchoire. Pleurer ne nous avancera à rien, ni toi, ni moi. Je le sais. Vraiment. Il tourna la tête et la regarda. Vraiment. Il la regarda comme il le faisait quand elle était enfant et qu'il essayait de savoir si elle disait la vérité. Parce que j'ai quelque chose à te dire et j'ai besoin que tu l'entendes. Pas seulement que tu hoches de la tête. Ruth se redressa. J'écoute. Cette maison. Il s'arrêta, se reprit. Cette maison va revenir à la banque d'ici 3 mois, peut-être 2. Je ne t'ai pas laissé grand-chose, Ruth. Dieu sait que j'ai essayé, mais je ne t'ai pas laissé grand-chose. Papa, tu n'as pas à... Laisse-moi finir. Il leva une main à peine et elle se tut. Tu auras 2 choix après mon départ. Tu peux rester ici, regarder la banque démolir les murs autour de toi, et t'épuiser à l'usine jusqu'à tes 40 ans, vide de toute vie. Il fit une pause assez longue pour qu'elle se penche en avant. Ou bien tu te construis ta propre vie, une vraie vie, avec un homme qui se tiendra à tes côtés. Ruth resta silencieuse un instant. Je n'ai pas vraiment une file de prétendants qui attendent à la porte, papa. Non. Un son qui aurait pu être un rire sorti de sa gorge. Tu as toujours eu la langue trop bien pendue pour les plus faciles. Il ferma brièvement les yeux puis les rouvrit. Il y a des moyens, des annonces. Des hommes dans l'Ouest qui ont besoin d'une bonne femme et qui n'ont pas le temps pour les mondanités. Tu parles de mariage par correspondance. Je parle de survie dans la dignité. Il attrapa sa main. Sa poigne était plus faible qu'elle ne s'y attendait. Et cette faiblesse la frappa quelque part derrière le sternum. Promets-moi, Ruth. Promets-moi que tu ne vas pas rester assise ici à t'éteindre. Elle regarda son visage, cette carte de ride qu'elle connaissait depuis toujours. Ses yeux fatigués qui avaient toujours semblé un peu trop tristes, même dans les bonnes années. Elle pensa à dire quelque chose de sensé, de mesuré. Au lieu de ça, elle dit « Je te le promets, papa ». Il hocha la tête une fois, comme si cela réglait l'affaire. Et 3 jours plus tard, il n'était plus là. Les funérailles furent modestes. 2 voisins, le pasteur et Ruth, debout devant une tombe dans la chaleur de juillet, sa plus belle robe noire déjà collée à son dos. Ensuite, les voisins apportèrent chacun un plat. Ils s'assirent dans le salon, engageant une conversation que Ruth entendait de très loin. Comme un son voyageant à travers l'eau, elle répondit quand on lui parla. Elle les remercia quand ils partirent. Elle fit de la vaisselle seule, puis elle se tint au milieu de la cuisine. Et elle comprit pour la première fois de ses 26 ans ce qu'était vraiment le silence. Elle trouva le journal 3 jours plus tard. Elle ne le cherchait pas particulièrement. Elle était en train de trier les affaires de son père. Elle pliait des chemises pour la boîte de l'église et empilait des papiers pour le poêle. Il était glissé à la fin d'un almanach, plié en 2. Une page d'une circulaire agricole du Kansas. Et au dos, entouré au crayon par son père, d'un trait léger. Fermier à Farrell, Kansas, recherche femme valide et respectable pour mariage et partenariat domestique. Aucun arrangement préalable requis. Transaction honnête uniquement. Écrire à A. Pierce.
Farrell, Kansas. Ruth le lut 2 fois, puis elle s'assit à la table de la cuisine et le relut encore. Ce n'était pas romantique, ce n'était même pas particulièrement chaleureux. Les mots « femme valide » lui semblaient être le genre de choses qu'on dirait d'un cheval de trait. Et pourtant, son père l'avait entouré. Il l'avait gardé. Il y avait, elle le réalisait maintenant, pensé avant même de lui demander de promettre. Elle posa la coupure sur la table et alla se coucher. Elle resta éveillée jusqu'à 2 heures du matin. À 2h15, elle se leva, alluma la lampe, se rassit à la table et commença à écrire. « Cher Monsieur Pierce, je m'appelle Ruth Lanning. J'ai 26 ans, je suis en bonne santé, capable de travailler dur et de faire une cuisine simple. J'ai récemment perdu mon père et je me retrouve avec plus de courage que de moyens. Je comprends que ce ne soit pas la recommandation la plus conventionnelle. Mais je suis honnête et je tiens mes promesses. Si ces qualités vous sont utiles, je suis disposé à discuter de la question plus en détail. » Elle laissa échapper un petit rire méprisant. Elle fixa la lettre un long moment. Ça ne ressemblait en rien à une lettre d'amour. On aurait dit une proposition commerciale, rédigée par une femme qui n'avait jamais fait d'affaires. Elle pensa à la réécrire. Puis elle pensa à la voix de son père. « Pleurer ne nous avancera à rien, ni toi, ni moi. » Elle scella l'enveloppe avant de pouvoir changer d'avis. Sa réponse arriva en 11 jours, ce qui lui parut à la fois trop rapide et trop lent. « Mademoiselle Lanning, votre lettre était simple, et j'ai apprécié cela. J'ai 34 ans et je cultive du blé près de Ferral. La maison a besoin de travaux. La terre est sèche cette saison, mais elle est à moi, sans dette. Je ne suis pas un homme de grand discours, mais je ne suis pas malhonnête. Si vous êtes prête à venir, je vous attendrai à la gare. Le voyage depuis Saint-Louis dure 2 jours. Je paierai le billet. A. Pierce. » Ruth la lut à la table de la cuisine, son café refroidissant à côté d'elle. Elle la lut 4 fois. La maison a besoin de travaux. Pas « j'ai une maison confortable pour vous ». Pas « j'attends votre compagnie avec impatience ». La maison a besoin de travaux. Et d'une manière ou d'une autre, qu'elle ne pouvait expliquer entièrement, cette honnêteté fut ce qui la poussa à lui faire confiance. Elle répondit le même après-midi. « J'arriverai dans 3 semaines par le train du jeudi. » Elle ne lui dit pas qu'elle était terrifiée. Elle ne lui dit pas qu'elle avait pleuré chaque nuit depuis la mort de son père. Silencieusement, le visage enfoui dans l'oreiller pour que les voisins n'entendent pas à travers le mur. Elle ne lui dit pas qu'elle n'était pas sûre d'être capable d'être ce dont il avait besoin, ou ce dont elle-même avait besoin, ni si tout cela relevait de la sagesse ou simplement du désespoir. Vêtue d'une robe de voyage, elle fit 2 malles. Elle vendit les meubles, sauf le fauteuil à bascule de sa mère, qu'elle laissa à la femme du pasteur. Elle donna les dernières chemises de son père à la boîte de l'église. Et un jeudi matin de fin juillet, alors que la chaleur montait déjà et que la rue était déjà poussiéreuse et indifférente, Ruth Lanning prit ses bagages et quitta la seule maison qu'elle ait jamais connue. Elle ne se retourna pas. Elle s'était promis de ne pas le faire. Farrell, Kansas, et Andaman, Kansas, était plus petite qu'elle ne l'avait imaginé. Ce fut sa première pensée alors que le train ralentissait et que le quai apparaissait. Une simple bande de planches usée par le temps. 2 bâtiments qui auraient pu être une gare et un bureau de céréales. Et un ciel si vaste et ininterrompu qu'il ressemblait moins à un paysage qu'à un défi. Sa deuxième pensée fut « il a dit qu'il serait là ». Elle descendit du train avec ses bagages et resta sur le quai tandis que les autres passagers se déplaçaient autour d'elle. La chaleur était différente ici qu'à Saint-Louis, plus sèche, plus fine, avec un vent qui venait de quelque part de plat et qui continuait sa route. Elle regarda à gauche, puis à droite. Quelques hommes se tenaient à l'autre bout du quai. Elle ne savait pas à quoi ressemblait Adam Pierce. Il ne l'avait pas dit et elle n'avait pas demandé, ce qui lui parut maintenant être un oubli important. Puis un homme se détacha des autres et s'avança vers elle. Il était grand, plus large d'épaules qu'elle ne l'avait imaginé. De la poussière sur ses bottes et un chapeau baissé pour se protéger du soleil. Son visage, quand il fut assez près pour qu'elle puisse le voir correctement, était celui d'un homme qui avait travaillé dehors toute sa vie et qui n'avait pas passé beaucoup de temps à en sourire. Pas cruel, pas méchant, juste buriné d'une manière qui n'avait rien à voir avec le soleil. Il s'arrêta à 60 centimètres d'elle et la regarda avec des yeux sombres qui ne laissaient rien paraître. « Mademoiselle Lanning, oui. »
Sa voix sortit plus assurée qu'elle ne se sentait. Monsieur Pierce, oui, madame. Il se pencha et ramassa le plus grand de ses 2 sacs avant qu'elle ne puisse protester. Le train était à l'heure. Il l'était. Il hocha la tête comme si c'était une évaluation satisfaisante de la situation et se tourna vers le bord du quai. Ruth ramassa son plus petit sac et le suivit, car il n'y avait rien d'autre à faire. Ils marchèrent jusqu'à son chariot dans silence, Bornish. Il chargea ses bagages à l'arrière sans cérémonie. Elle grimpa sur le siège avant qu'il ne puisse lui proposer son aide, ce qui sembla le surprendre légèrement. Un bref regard dans sa direction, puis plus rien. Le chariot s'engagea sur la route en direction de l'est. Pendant 5 minutes, aucun d'eux ne parla. Le vent soufflait sur la plaine avec cette insistance sèche, et la route soulevait une poussière pâle autour des roues. Ce fut Ruth qui rompit le silence. Elle avait décidé quelque part dans le train qu'elle ne serait pas le genre de femme à s'asseoir en silence et à attendre que les choses lui arrivent. Elle avait essayé. Ça ne lui convenait pas. À quelle distance se trouve la ferme? Demanda-t-elle. À environ 6 kilomètres. Et la ville la plus proche? Farrell. C'est ce qu'on vient de quitter. Y a-t-il une église? Il la regarda de côté. Il y en a une. Vous êtes croyante? Mon père l'était. Je suis respectueuse. Elle fit une pause. Est-ce un problème? Aucun problème. Il reporta son regard sur la route. Le pasteur passe un dimanche sur 2. Les dames des fermes se rassemblent généralement pour l'occasion. Bien. Elle croisa les mains sur ses genoux. J'aimerais rencontrer des gens. Il émit un son qui n'était ni un accord, ni un désaccord. Ruth nota cela et continua. Votre lettre disait que la maison a besoin de travaux. Quel genre de travaux? Cette fois, il la regarda, et le regard dura un peu plus longtemps. Le toit de la pièce du fond fuit quand il pleut. La rambarde du porche est cassée du côté sud. Le plancher de la cuisine doit être refait. La moitié des planches sont pourries. Il fit une pause. Surtout, elle a besoin d'une présence. Ça fait un moment qu'elle en est vide. La façon dont il dit cette dernière partie poussa Ruth à le regarder attentivement. Mais son visage s'était déjà refermé, et la route s'étendait devant eux. Et 6 kilomètres, ce n'était pas une très longue distance. La maison était exactement ce à quoi sa lettre l'avait préparée. C'est-à-dire qu'elle était honnête, elle était petite et basse pour résister au vent, avec un potager qui avait poussé de manière désordonnée et une marche d'entrée qui avait été réparée à un moment donné avec du bois qui ne correspondait pas tout à fait. Ruth se tint dans la cour, la regarda et pensa « C'est réel, c'est ici que ta vie commence maintenant. » Elle pensa à son père. Elle pensa « J'espère que tu savais ce que tu faisais quand tu as entouré cette annonce. » « C'est une bonne parcelle de terre, dit Adam à côté d'elle. Il regardait aussi la maison, et sa voix avait quelque chose qu'elle n'avait pas encore entendu. Pas de la fierté, exactement. Plutôt le sérieux particulier d'un homme décrivant quelque chose sur lequel il avait misé sa vie. Les rendements en blé ont été faibles cette année à cause de la sécheresse. Mais la terre est solide. Elle se remettra. « Je vous crois, dit Ruth. Il la regarda et, juste un instant, elle eut l'impression que cette réponse l'avait pris au dépourvu, qu'il s'était préparé à autre chose. Du doute, peut-être, ou des plaintes. Elle soutint son regard une seconde, puis ramassa son sac et se dirigea vers la porte d'entrée. À l'intérieur, il lui montra les pièces sans commentaire. La cuisine, la pièce principale, une petite chambre à l'arrière. La sienne, dit-il, jusqu'à ce qu'ils soient mariés. La sienne était à l'avant de la maison. Ruth hochait la tête à chaque pièce en la traversant, ne faisant aucun commentaire sur la poussière, le plafond bas ou le craquement du plancher sous ses pieds. C'est dans la cuisine qu'elle s'arrêta. Sur la table, elle vit, posé au centre, un gobelet en fer blanc avec 3 fleurs sauvages plantées dedans. Elles étaient légèrement fanées. Le geste était si simple, si manifestement maladroit, qu'il la toucha plus que quelque chose de grandiose ne l'aurait fait. Elle n'en dit rien tout de suite. Elle posa son sac, lissa sa jupe de ses mains et se tourna pour lui faire face, là où il se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine. « Monsieur Pierce, dit-elle, je veux être direct avec vous sur quelque chose. » Son expression changea, un léger resserrement, comme un homme attendant un coup. « Allez-y. Je suis venu ici parce que j'ai donné ma parole à mon père et parce que je crois qu'il faut tenir sa parole. Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas peur, et je ne vais pas prétendre que c'est facile.
Mais je ne serai pas non plus un fardeau pour vous ou un fantôme dans votre maison. Je vais travailler. Je vais me rendre utile. Et j'aimerais, elle fit une pause, s'assurant que sa voix restait égale. J'aimerais que nous essayions sincèrement de faire quelque chose de cet arrangement, pas seulement de le subir. Adam resta silencieux un moment. Le genre de silence qui réfléchit, pas le vide. Je peux respecter ça, dit-il finalement. Bien. Ruth regarda les fleurs sauvages. Merci pour ça. Quelque chose traversa son visage, trop rapide pour être nommé. Là, puis disparut. Je les ai trouvés près de la clôture, dit-il, comme si cela nécessitait une explication. Ça ne me semblait pas juste, une table vide. Ruth le regarda un instant de plus qu'elle ne l'aurait voulu. Il se tournait déjà vers la porte. Pour le souper, ce que vous pourrez préparer, dit-il par-dessus son épaule. Je serai dans la grange. Ruth regarda les étagères clairsemées de la cuisine. Elle regarda les fleurs fanées. Elle pensa à tout ce qui l'avait amené ici. La main froide, le cercle de crayon dans l'almanach, l'enveloppe scellée, le train et son voyage de 2 jours. Et elle pensa, très bien alors, c'est ici que ça commence. Elle retroussa ses manches et se mit au travail. Elle était là depuis 4 jours quand elle trouva la photographie. Elle n'était pas cachée, exactement. Elle était sur l'étagère de la pièce principale, derrière une boîte de café, tournée vers l'avant, mais assez reculée pour ne pas être la première chose que l'on voit. Ruth la trouva en essuyant l'étagère avec un chiffon humide, et elle la ramassa avant de se raviser. Une femme, jeune, aux cheveux sombres, avec un visage sérieux et un col blanc. Debout devant ce qui ressemblait à une toile de fond de photographe, les mains croisées, regardant directement l'appareil photo avec une expression qui disait qu'elle n'avait peur de rien. Ruth tint la photographie un moment, puis la reposa exactement là où elle l'avait trouvée. Ce soir-là, au souper, elle dit « J'ai trouvé une photographie aujourd'hui sur l'étagère. Je veux que vous sachiez que je l'ai remise exactement où elle était. » La fourchette d'Adam s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Il la reposa sur l'assiette. « Claire, dit-il. » Sa voix n'avait aucune inflexion. Je supposais. Ruth garda sa propre voix douce. « Vous n'êtes pas obligé d'en parler. Elle est morte. » Il le dit comme un fait, comme le rendement étant faible ou la rambarde du Porsche Sub étant cassée. Quelque chose qui était arrivé et qui était maintenant simplement vrai. Il y a 3 ans, un accident de cheval. Je suis désolé, il hocha la tête une fois. Nous devions nous marier cet automne-là. Ruth ne parla pas. Elle attendit. J'ai mis l'annonce il y a 6 mois, dit-il. Les gens en ville pensaient que j'avais perdu la tête. Peut-être que c'était le cas. Il leva les yeux de son assiette et croisa son regard directement pour la première fois depuis son arrivée. Vraiment croisé. Pas les rapides regards de côté des 4 derniers jours. Je n'essayais pas de la remplacer, mademoiselle Lanning. Je veux que vous compreniez cela. Je n'essayais pas de... Il s'arrêta. J'avais juste besoin de quelqu'un qui puisse... Un autre arrêt. Je ne sais pas exactement comment le dire. Quelqu'un pour que la maison paraisse moins vide, dit doucement Ruth. Il la regarda. Oui. Ruth hocha la tête. Elle baissa les yeux sur son souper, puis les releva. C'est assez honnête, dit-elle. Je peux travailler avec l'honnêteté. Aucun d'eux ne parla de nouveau pendant le reste du repas. Mais quand Ruth fit de la vaisselle cette nuit-là et regarda par la petite fenêtre de la cuisine la terre sombre et plate sous un ciel d'été épais d'étoiles, elle ressentit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir si tôt. Pas le bonheur, pas encore, mais quelque chose d'adjacent. Quelque chose qui ressemblait à la première possibilité timide d'appartenance. Elle sécha le dernier plat. Elle accrocha le chiffon à son crochet. Elle alla dans sa chambre et s'allongea sur le lit étroit dans le noir. Dehors, le vent du Kansas se déplaçait sur la plaine sans demander la permission de personne. Et la nuit d'été pressait de tous côtés. Et Ruth Lanning, qui avait enterré son père, fait 2 mal et était descendue d'un train dans une vie qu'elle n'avait pas prévue, ferma les yeux et respira. Elle avait fait une promesse. Elle avait l'intention de la tenir. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, ce dont personne ne l'avait prévenu, ce à quoi l'annonce entourée de son père ne l'avait pas préparé, c'était la possibilité silencieuse et têtue que la tenir pourrait, avec le temps, ressembler moins à un sacrifice qu'à une grâce. À la fin de sa première semaine, Ruth avait appris 3 choses sur Adam Pearce. La première était qu'il se réveillait avant le soleil sans faute.
Et quand elle arrivait dans la cuisine chaque matin, le café était déjà prêt. Il ne le mentionnait jamais. Il n'y avait aucune fanfare. Le café était simplement là, comme le soleil était simplement là, sans explication ni attente de gratitude. La deuxième était qu'il travaillait avec une concentration qui ne laissait aucune place à la conversation. Elle avait essayé une fois, en allant là où il réparait une clôture le long du champ nord. Elle avait dit quelque chose sur la chaleur et il avait hoché la tête sans lever les yeux du fil de fer. Et s'en était resté là. Ce n'était pas de l'impolitesse. Elle commençait à comprendre la différence. C'était simplement la façon dont un homme accomplissait une tâche quand cette tâche était tout ce qui se dressait entre lui et la pensée qu'il essayait de ne pas penser. La troisième chose qu'elle apprit, c'est qu'il la regardait travailler. Pas ouvertement, pas d'une manière qui l'aurait mise mal à l'aise, mais elle le surprenait parfois du coin de l'œil. Une pause dans l'embrasure de la grange pendant qu'elle transportait de l'eau, un moment d'immobilité à l'autre bout de la cour pendant qu'elle était à genoux dans le potager, arrachant les mauvaises herbes et trouvant en dessous la suggestion d'une terre qui avait encore de la vie. Il ne disait jamais rien, mais il regardait. Le matin du 8e jour, Ruth était dans la cuisine en train de pétrir la pâte quand elle entendit ses bottes s'arrêter derrière elle. Elle ne se retourna pas. « Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, dit-il. Je sais que je ne suis pas obligé. » Elle enfonça le talon de sa main dans la pâte. « Je veux le faire. Le jardin ne produira pas grand-chose cette année. La sécheresse l'a durement touché. Il produira quelque chose, dit-elle. Il y a plus de vie dedans que vous ne le pensez. Une pause. Vous avez déjà fait ça, jardiner. Ma mère avait un jardin jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Je l'aidais. Elle replia la pâte et pressa de nouveau. Après sa mort, je l'ai entretenue pendant quelques années. C'est quelque chose à faire avec ses mains quand le reste de vous ne sait pas quoi faire de lui-même. Elle n'avait pas l'intention de dire cette dernière partie. C'est sorti tout seul, comme le font parfois les choses honnêtes. Quand elle n'était pas sur ses gardes. Elle le sentit s'immobiliser derrière elle. « Quel âge aviez-vous » demanda-t-il. « Quand votre mère est morte ?» 14 ans. Elle continua de bouger ses mains. Mon père et moi nous sommes débrouillés. Il était meilleur que la plupart des hommes pour le silence. C'était une aide, en fait. Elle fit une pause. Ce n'était pas un homme qui avait besoin de remplir une pièce de parole. Un autre silence, puis, presque assez bas pour ne pas l'entendre. Moi non plus. Je sais, dit Ruth. Je m'y habitue. Elle ne l'entendit pas partir, mais quand elle se retourna une minute plus tard, l'embrasure de la porte était vide. Elle regarda l'espace où il s'était tenu et sentit quelque chose. Pas tout à fait de la chaleur, mais son précurseur. La façon dont l'air se sent juste avant que la température ne change. Elle retourna à sa pâte et essaya de ne pas trop y penser. La première vraie dispute eut lieu un mardi, 9 jours après son arrivée, pour une chose si petite qu'elle aurait dû se dissoudre au contact. Ruth était allée en ville à pied. Elle l'avait mentionné la veille au soir. Elle voulait de la farine et quelques autres provisions, et elle voulait prendre la mesure de la ville, avait-elle dit. Adam lui avait lancé un regard qu'elle ne pouvait pas lire, et avait dit qu'il l'emmènerait quand il aurait une matinée de libre. Ruth l'avait remercié et était allée se coucher en pensant que cela signifiait mercredi. Le mardi matin, alors qu'il était dans le champ éloigné, elle fit les 6 kilomètres elle-même. Farrell, Kansas, n'était pas un endroit accueillant un mardi matin chaud de fin juillet. La rue principale était composée de 2 pâtés de maisons de vitrines se faisant face de portes et d'autres d'une route en terre battue. Et chaque femme que Ruth croisait semblait savoir exactement qui elle était avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Les regards n'étaient pas hostiles, précisément. C'était le regard particulier des gens d'une petite ville qui s'étaient déjà fait de leur opinion et ne faisaient que la confirmer. Elle était dans le magasin général en train de regarder le prix de la farine quand une voix de femme lui parvint de l'autre côté d'une étagère. C'est celle qui l'a fait venir. Pas un murmure, pas exactement. Elle n'a pas l'air de grand-chose. Une seconde voix, tout aussi peu discrète. « À quoi tu t'attendais? » Claire, c'était quelque chose. Celle-là, elle a juste l'air pratique. Ruth garda les yeux sur le sac de farine. Sa main, remarqua-t-elle, avait cessé de bouger. Elle la força à recommencer. Elle acheta la farine, elle acheta du sel, du café et une bobine de fil blanc. Et elle paya au comptoir avec la monnaie exacte et dit « Merci ». Et elle ressortit dans la chaleur avec 6 kilomètres entre elle et la maison et aucun chariot pour les parcourir. Elle était à mi-chemin, le sac devenant plus lourd à chaque kilomètre, quand elle entendit le cheval derrière elle.
Adam s'arrêta à côté d'elle, ralentit à son rythme et la regarda depuis sa selle avec une expression qui cachait quelque chose de compliqué. « J'ai dit que je vous emmènerais. Vous étiez dans le champ. J'ai dit que je vous emmènerais, répéta-t-il. Ruth s'arrêta de marcher. Elle leva les yeux vers lui. Le soleil était directement au-dessus d'eux et il n'était qu'une silhouette, mais elle pouvait voir sa mâchoire, et sa mâchoire faisait quelque chose de tendu et de contrôlé. « Monsieur Pierce, dit-elle, j'ai 26 ans et j'ai marché bien plus de 6 kilomètres quand j'étais jeune fille. Je n'avais pas besoin de votre permission à l'époque et je n'en avais pas besoin aujourd'hui. J'apprécie l'offre. Je suis capable de subvenir à mes besoins quand c'est nécessaire. » Il la fixa, puis il descendit de cheval. Il lui prit le sac des mains avec une fermeté qui frisait la dispute, l'attacha à la selle et la regarda. « Montez sur le cheval, dit-il. Je n'ai pas encore fini d'être têtu. » Quelque chose traversa son visage. Elle n'aurait pas pu le jurer, mais elle pensa juste une seconde que c'était peut-être le fantôme d'un sourire. « Montez sur le cheval, mademoiselle Lanning. » Elle monta sur le cheval. Ils parcoururent les 3 kilomètres restants sans parler. Et quand ils arrivèrent dans la cour et qu'il l'aida à descendre, sa main sous son bras était ferme et prudente, et il la lâcha dès que ses pieds touchèrent le sol. Ruth lissa sa jupe. « Ils ont parlé de moi en ville, dit-elle. Dans le magasin général, 2 femmes. » Il était en train de détacher le sac de la selle et il ne s'arrêta pas. « Qu'ont-elles-y? Que je n'étais pas grand-chose, que Claire était quelque chose. » Elle fit une pause. Que j'avais seulement l'air pratique. Il resta immobile un moment, le dos tourné, puis il se retourna. Son expression n'était pas exactement en colère, mais ce n'était pas rien non plus. Les gens de cette ville, dit-il lentement, ont trop de temps et trop peu de choses dont se préoccuper. C'est vrai dans la plupart des endroits. Ce qu'elles ont dit, ce n'était pas... Il s'arrêta et elle eut l'impression qu'il cherchait quelque chose et n'y parvenait pas. « Monsieur Pierce, dit Ruth, vous n'avez pas besoin de me défendre auprès de moi-même. Je sais ce que je suis. » Elle le regarda fixement. « Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que je vais continuer à aller en ville et que je vais garder la tête haute quand je le ferai. Et j'apprécierais que vous n'essayiez pas de gérer ça à ma place. » Il soutint son regard un long moment. Le vent souffla entre eux dans la cour. « Très bien, dit-il. Bien. » Elle ramassa le sac de provisions elle-même, même s'il était plus près, et le porta dans la maison. On frappa à la porte d'entrée 2 jours plus tard, en fin d'après-midi. Adam était encore au champ. Ruth répondit. La femme sur le seuil avait la cinquantaine, les épaules larges, avec un visage qui ne s'était jamais soucié d'être joli ou quelconque, et des yeux qui faisaient un inventaire rapide de Ruth dans les 2 premières secondes. « Vous êtes la femme Lanning, dit-elle. Pas hostile, juste direct, comme le sont les gens qui ont décidé de ne pas perdre de temps. »« Je le suis, » dit Ruth. « Je suis Harriet Cole. Ma ferme est à 5 kilomètres au sud. J'avais l'intention de passer. » Elle tendit un plat de couvert. « Je vous ai apporté un pudding de maïs. Pas une offrande de paix, juste de bonne manière. Nous en avons encore par ici. Quoi que vous ayez pu entendre d'autre. » Ruth prit le plat. « Voulez-vous entrer? » Seulement pour 1 minute, Harriet Cole entra et s'assit à la table de la cuisine avec la posture d'une femme qui n'avait jamais douté de son accueil nulle part. Ruth mit le café à chauffer, s'assit en face d'elle et attendit. « Ces femmes au magasin de Callaway, » dit Harriet. « J'ai entendu ce qu'elles ont dit. » Ruth la regarda. « Les nouvelles vont vite, comme une traînée de poudre et 2 fois plus chaude. » Harriet croisa les mains sur la table. Pour ce que ça vaut, aucune d'elles n'a jamais aimé Claire non plus. C'est juste le genre de personnes qui ont besoin de se sentir supérieures à quelque chose. Ne laissez pas ça vous ronger. Je n'en avais pas l'intention. Harriet l'étudia. Non, je ne suppose pas que vous en aviez l'intention. Une pause. Comment ça se passe avec Adam? Nous trouvons nos marques. Ça, c'est du langage de diplomate. C'est la vérité. Ruth la regarda attentivement. Le connaissez-vous bien? Assez bien. Je connaissais Claire. Harriet le dit sans douceur. De la façon dont on dirait une chose avec laquelle on a fait la paix. C'était une femme bien. Une grande, elle s'éclaircit la gorge, personnalité. Cette maison a été construite pour savoir, si vous voyez ce que je veux dire. Adam s'est construit autour d'elle. Quand elle est morte, une grande partie de ce qu'il avait construit s'est effondré. Ruth resta silencieuse, absorbant cela. Il a mis cette annonce, continua Harriet.
et la moitié du comté a pensé qu'il était devenu fou. L'autre moitié a trouvé ça pratique et était jalouse de ne pas y avoir pensé. Elle regarda Ruth avec ses yeux perçants. Ce que je veux savoir, c'est si vous êtes le genre de femme qui va se faire toute petite dans cette maison, parce que ce n'est pas ce dont Adam a besoin, quoi qu'il puisse en penser. Je n'ai aucune intention de me faire petite ou que ce soit, dit Ruth. La bouche de Harriet se courba légèrement. Bien. Elle se leva, ajusta son chapeau et se dirigea vers la porte. Je passerai la semaine prochaine. Nous organisons la réunion du dimanche. Les dames des fermes voisines, vous devriez venir. J'y serai, dit Ruth. Harriet s'arrêta à la porte et se retourna. Une dernière évaluation. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, dit-elle. C'est un compliment. Après son départ, Ruth s'assit un moment à la table de la cuisine, la main posée sur le plat couvert. Puis elle le découvrit, trouva une cuillère et prit 2 bouchées de pudding de maïs là, debout dans sa cuisine parce qu'elle l'avait bien mérité. 3 semaines plus tard, la maison commençait à changer. Ce n'était pas spectaculaire. Ruth n'y était pas allée comme pour une croisade. Elle avait simplement traversé chaque journée en faisant ce qui devait être fait. Et ce qui devait être fait s'avéra être beaucoup de choses. Les planches pourries du plancher de la cuisine, elle s'en était occupée en demandant à Adam où il gardait du bois de rechange et en le faisant elle-même pendant qu'il était sorti. Il était rentré à midi, s'était arrêté dans l'embrasure de la cuisine et avait fixé les nouvelles planches un long moment. « Vous savez poser un plancher ?» dit-il. « Je sais comment trouver des solutions, dit-elle. C'est essentiellement la même compétence. » Elle avait planté des haricots et des courges dans le potager, et 2 des courges avaient déjà poussé. La maison sentait le pain la plupart des matins maintenant. Et les rideaux, elle en avait fait de nouveau avec un rouleau de tissu qu'elle avait trouvé plié au fond d'une malle, bougeait dans la brise du soir. De petites choses, mais les petites choses ont du poids. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est qu'Adam le remarquerait et que cette constatation le mettrait mal à l'aise. Elle le vit en lui un soir, en rentrant du jardin, le trouvant debout dans la pièce principale, regardant les rideaux avec une expression qu'elle avait appris à reconnaître, le regard particulier d'un homme confronté à quelque chose qui compliquait ses arrangements. Il se tourna quand il l'entendit, et son visage se recomposa. « Les rideaux, dit-il. Ils étaient dans une malle. J'espère que ça ne vous dérange pas. » Une pause. C'était une sœur de Claire. L'air entre eux devint prudent. Ruth le regarda fixement. « Voulez-vous que je les enlève? » Il regarda les rideaux un long moment. Elle vit quelque chose le traverser. Pas du chagrin, ou pas seulement du chagrin, mais quelque chose de plus enchevêtré. Comme un homme essayant de décider dans quelle direction marcher alors qu'il se trouve à un carrefour dans le noir. « Non, dit-il finalement. Laissez-les, Adam. » Elle utilisa son prénom sans l'avoir décidé, et cela les surprit tous les deux. Il la regarda. « Je n'essaie pas de l'effacer. Je veux que vous le sachiez. Je ne considère pas cela comme prendre sa place. » « Alors comment le considérez-vous? » Ruth soutint son regard. « Je le considère comme la construction de quelque chose de nouveau dans une maison qui a déjà une histoire. L'histoire n'a pas besoin de partir pour que la nouvelle chose soit réelle. » Il était très immobile. Dehors, le vent d'été se déplaçait dans la cour et les rideaux de Claire, blancs et ordinaires, bougeaient à la fenêtre. « Vous êtes une femme étrange, mademoiselle Lanning, dit-il. Mon père disait que j'étais d'une honnêteté dérangeante. » Elle fit une pause. Je pense qu'il le disait gentiment. Quelque chose traversa son visage. Pas le fantôme d'un sourire cette fois. Quelque chose de plus calme et de plus substantiel. « Ruth, dit-il, la première fois qu'il utilisait son nom. » Elle attendit. « Merci, dit-il, pour tout. Le plancher et le jardin. » Et il s'arrêta et elle comprit qu'il était à court de mots, ce qui lui ressemblait tout à fait. « Merci. »« De rien, dit-elle, et en resta là, car certaines choses n'ont pas besoin de plus que ça. » Le matin où toute faillit s'effondrer commença comme n'importe quel autre. Ruth était au puits quand elle entendit le cheval arriver rapidement sur la route depuis la ville, trop vite pour une promenade ordinaire. Elle se tourna, se protégeant les yeux, et le regarda venir. Le cavalier s'arrêta à la barrière, et elle le reconnut après un moment. Un jeune homme de la ville, l'un des employés du bureau des céréales. « Mademoiselle Lanning ?» Il était à bout de souffle. « Pierce est-il là? Il est dans le champ du fond. Qu'y a-t-il? Il y a un homme chez Calloway qui dit avoir des papiers sur cette terre. » La voix du jeune homme essayait d'être calme et n'y parvenait pas tout à fait. Des papiers légaux.
Il dit que l'acte de propriété est contesté. Il en parle à la moitié de la ville depuis le lever du soleil. Ruth se sentit glacée. Pas de peur, mais de quelque chose de plus vif. Qui est-ce? Il s'appelle Garrett. Il dit qu'il est agent immobilier. Il dit qu'il a une revendication antérieure sur cette propriété datant de 4 ans. Ruth regarda la route vers la ville. Elle regarda le champ où Adam travaillait. Elle prit une décision en environ 3 secondes. « Allez dire à M. Pierce, dit-elle, tout de suite. Ne vous arrêtez pas à la barrière. Allez directement au champ. » Elle se dirigeait déjà vers la maison. « Et dites-lui que je suis parti en ville. »« Mademoiselle Lanning, dites-lui. » Elle ne ralentit pas. Elle changea de bottes, attacha ses cheveux et ressortit en moins de 4 minutes. Elle ne prit pas de cheval. La route était plus rapide à pied pour elle que de seller un cheval. Et son sang bouillonnait assez pour qu'elle sente à peine la distance. Quand elle entra dans le magasin général de Callaway, il y avait 6 personnes à l'intérieur et une 7e debout au comptoir avec une sacoche en cuir. Il parlait d'une voix assurée d'homme habitué à être écouté. Il était bien habillé pour Feral. Il avait le visage de quelqu'un qui souriait fréquemment sans que cela n'atteigne ses yeux. Il leva les yeux quand elle entra. « Puis-je vous aider, mademoiselle? » Ruth s'arrêta au milieu du plancher. « Mon nom est Ruth Lanning, dit-elle. Toutes les personnes dans la pièce s'immobilisèrent. Je suis la future épouse d'Adam Pierce, et je comprends que vous avez discuté de sa terre. J'aimerais voir ces papiers. » L'homme, Garrett, pencha la tête. « De quelle autorité, mademoiselle? » « De l'autorité d'une femme qui se tient ici et vous le demande directement. » Ruth le regarda sans ciller. « Si votre revendication est légitime, vous ne devriez avoir aucune objection à la transparence. Si vous avez une objection, cela me dit quelque chose qui vaut la peine d'être su. » Le silence dans ce magasin était le silence particulier des gens essayant de décider de ce dont ils étaient témoins. Garrett la regarda un long moment avec ses yeux plats et souriants. « Vous avez du cran, dit-il. »« J'ai une question, dit Ruth. Ce sont des choses différentes. Les papiers, Monsieur Garrett. » Derrière elle, la porte s'ouvrit. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir que c'était Adam. Elle sentit la pièce changer. Ce changement particulier qui se produit quand quelqu'un entre dans un espace et que la gravité de celui-ci se réorganise autour de lui. Adam vint se tenir à côté d'elle. Elle sentit sa chaleur, l'immobilité contrôlée d'un homme furieux qui ne le montrait nulle part, sauf dans la posture de ses épaules. Il regarda Garrett. « Qu'est-ce que tu fais dans cette ville? » Adam Pierce. Le sourire de Garrett ne faiblit pas. « Ça fait un bail, pas assez long. » La voix d'Adam était calme, la voix la plus calme de la pièce, et pourtant la plus forte. « Quoi que tu penses avoir, tu peux l'emmener au greffier du comté. Tu ne viens pas dans la ville d'un homme pour parler de sa terre à quiconque voudra bien t'écouter. Ce n'est pas la loi. C'est du théâtre. » Garrett regarda entre eux, d'Adam à Ruth, puis de nouveau à Adam. Quoi qu'il calculait, Ruth pouvait le voir se produire. « Je serai au bureau du greffier du comté jeudi, » dit finalement Garrett. « Tu ferais bien d'y être aussi. »« J'y serai, » dit Adam, avec mon acte de propriété en main. « Apporte ce que tu as. » Garrett ramassa sa sacoche. Il lança un dernier regard à Ruth, évaluateur, légèrement surpris. Le regard d'un homme qui était entré dans une pièce en s'attendant à moins de résistance et en avait trouvé plus. Puis il sortit. La pièce respira de nouveau. Ruth sentit Adam se tourner vers elle. Elle leva les yeux vers lui. « Vous êtes venu en ville seul, dit-il. Je l'ai fait, pour affronter un homme que vous n'aviez jamais rencontré. Quelqu'un devait le faire. » Sa mâchoire se contracta. Ses yeux faisaient quelque chose qu'elle n'avait pas encore vu. Quelque chose qui n'était pas le vide prudent et buriné qu'elle avait appris à connaître. Quelque chose de plus exposé. « Vous ne saviez pas de quoi il était capable. Je ne savais pas non plus de quoi j'étais capable il y a 3 semaines, dit doucement Ruth. Et ça s'est bien passé jusqu'à présent. » Il la regarda un long moment. Autour d'eux, les gens chez Callaway étaient toujours très immobiles, regardant avec l'intérêt franc d'une petite ville qui comprenait qu'elle assistait à quelque chose dont on parlerait pendant un certain temps. Adam Pierce leva la main et toucha le bord de son chapeau. C'était un petit geste, démodé même, le genre de geste qui signifiait plus que les mots qu'il n'avait pas. « Nous devrions rentrer, dit-il. » Ruth hocha la tête. Elle sortit à côté de lui dans la chaleur de l'été, et aucun d'eux ne parla sur le chemin du chariot. Et aucun d'eux n'en avait besoin. Certaines choses, elle l'apprenait, ne nécessitaient pas de mots du tout. Le trajet de retour de la ville fut les 6 kilomètres les plus silencieux que Ruth ait jamais parcourus,
et elle en avait parcouru des silencieux. Adam gardait les yeux sur la route et les mains fermes sur les rênes. Et Ruth était assise à côté de lui sur le siège du chariot, regardant la plaine défiler et essayant de lire le silence comme elle avait appris à lire ses autres silences, que ce soit le genre de silence de travail, de deuil, ou celui qui annonçait quelque chose. Celui-ci, pensa-t-elle, était celui qui annonçait quelque chose. Il ne parla pas jusqu'à ce que le chariot entre dans la cour et qu'il serre le frein. Puis il descendit, vint de son côté et se tint là, la regardant avec cette expression qui signifiait qu'il allait dire quelque chose qu'il n'avait pas préparé. Cet homme, dit-il, Garrett, ce n'est pas juste un agent immobilier. Ruth descendit sans prendre sa main. J'avais compris. Il travaillait pour le comté il y a 4 ans. Il avait un poste au bureau de l'évaluateur. Adam amena les rênes vers le poteau, les enroula, se retourna. Quand j'ai déposé mon acte de propriété, celui que mon père m'a laissé, il y avait des irrégularités. Garrett était celui qui a traité les papiers. Je n'ai jamais su si c'était une erreur ou intentionnelle. Et maintenant, il est de retour avec des papiers revendiquant une créance antérieure. C'est ce qu'il dit. Ruth le regarda. Que veut-il exactement, Adam? Pas la terre. Les hommes comme ça ne veulent pas la terre. Ils veulent ce que la terre vaut. Quelque chose changea sur son visage. Comment savez-vous ça? Mon père a tenu un magasin général pendant 20 ans. 2 hommes ont essayé de le forcer à partir. L'un avec un litige de bail et l'autre avec une créance douteuse. Aucun d'eux ne voulait le magasin. Ils voulaient qu'il les paye pour qu'ils s'en aillent. Elle fit une pause. Y a-t-il de l'argent dans cette ferme? Pas seulement le blé. Je veux dire, y a-t-il quelque chose que Garrett pourrait vendre qui vaille plus que ce qu'il obtiendrait de vous en réglant l'affaire? Adam resta silencieux un moment qui s'étira juste un peu trop longtemps. Il y a une source d'eau, dit-il, à la lisière est de la propriété. Une source naturelle, constante, qui ne s'assèche pas même lors d'un mauvais été. Ruth le fixa. Combien de propriétés dans le coin en ont une? La mienne est la seule dans un rayon de 6 kilomètres. Et Garrett le sait. Garrett a traité mon acte de propriété. La mâchoire d'Adam était tendue. Il sait tout ce qui est sur papier à propos de cette propriété. Ruth s'assit sur la marche du porche. Pas parce qu'elle était fatiguée, mais parce qu'elle avait besoin de réfléchir, et elle réfléchissait mieux quand elle n'était pas debout. Elle leva les yeux vers Adam, toujours debout dans la cour avec son chapeau à la main, et elle sentit quelque chose se durcir en elle qui n'était pas exactement de la colère. C'était plus comme le sentiment que l'on a quand on voit clairement pour la première fois à quoi on a vraiment affaire. « Jeudi, dit-elle, le greffier du comté. Nous devons y être avec votre acte de propriété original, les dossiers de dépôt de votre père si vous les avez, et quiconque dans ce comté qui peut témoigner de la chronologie de votre possession de cette terre. J'ai les dossiers, alors nous irons jeudi. » Elle se leva. « Et d'ici là, vous ne dites pas un mot à Garrett ou à quiconque lui est lié. Pas en ville, pas à la barrière, pas par un tiers. Rien. » Adam la regarda avec ce regard qu'elle commençait à cataloguer. Celui où elle disait quelque chose qui atterrissait différemment de ce à quoi il s'attendait. « On dirait que vous avez déjà fait ça, dit-il. J'ai vu mon père perdre un combat qu'il aurait dû gagner parce qu'il continuait d'essayer d'être raisonnable avec des hommes déraisonnables. » Ruth soutint son regard. « Je n'ai pas l'intention de répéter ces erreurs. » Mercredi arriva avec une chaleur qui était personnelle. Ruth passa la matinée à examiner les dossiers d'Adam à la table de la cuisine. Acte de propriété, note d'arpentage, dépôt de la concession de terre originale de son père. 3 ans de reçu d'impôts. Elle les étala et lut chacun d'eux comme son père lui avait appris à lire un contrat, cherchant non pas ce qu'il disait, mais ce qu'il ne disait pas. Qu'est-ce qui était vague? Qu'est-ce qui manquait? Où un homme malhonnête pourrait mettre ses doigts? Elle en était à sa 2e lecture des notes d'arpentage quand Adam apparut dans l'embrasure de la cuisine. « Harriet Cole est dans la cour, dit-il. Faites-la entrer. » Harriet entra avec la franchise d'une femme qui n'avait jamais attendu d'être invitée nulle part. Elle regarda les papiers étalés sur la table et s'assit sans qu'on le lui demande. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé chez Calloway, dit-elle. Tout le comité a entendu parler de Calloway. Vous avez dit à Garrett en face qu'il devrait montrer ses papiers devant un greffier. » Elle regarda Ruth avec quelque chose qui était presque de l'approbation, mais qui ne s'y était pas encore totalement engagé. « Vous savez qu'il ne va pas prendre ça tranquillement. »« Je ne lui demande pas d'être tranquille, dit Ruth.
Je lui demande d'être légal. Il y a une différence. Toujours. Ruth regarda les notes d'arpentage. Harriet, depuis combien de temps êtes-vous à Farrell? 12 ans. Étiez-vous ici quand le père d'Adam a déposé la concession de terre originale? Harriet resta silencieuse juste un instant. J'y étais. Garrett était-il au bureau de l'évaluateur à ce moment-là? Il y était. La voix d'Harriet était devenue prudente. Il y est resté environ 2 ans avant qu'il ne le laisse partir. Quelque chose à voir avec la façon dont les frais étaient gérés. Rien n'a jamais été prouvé. Ruth leva les yeux. Rien de prouvé ou rien de poursuivi. Harriet croisa son regard. Vous apprenez vite. Je suis motivé. Ruth tapota les notes d'arpentage. J'ai besoin de quelqu'un qui se souvient du dépôt original. Quelqu'un que le greffier écoutera. Le vieux Arlen McGee dit immédiatement à Harriet. Il était au palais de justice le jour où l'acte a été enregistré. Il a 81 ans et sa mémoire est meilleure que la mienne. Elle fit une pause. Il déteste aussi Garrett avec une passion qui ne s'est pas estompée avec l'âge. Pouvez-vous l'amener jeudi? Je l'aurai là avant vous. Ruth hocha la tête et retourna au papier. Harriet la regarda un moment. Adam, dit Harriet, en le regardant là où il se tenait dans l'embrasure. Où diable as-tu trouvé cette femme? Adam regarda Ruth juste un instant, mais Ruth le surprit. Circulaire agricole du Kansas, dit-il. Harriet renifla. C'était le son le plus indigne que Ruth l'ait entendu faire. Seigneur, aie pitié. Elle se recula de la table. Je vais chercher Maggie. Soyez au palais de justice à 9 heures. Après son départ, la cuisine était silencieuse. Ruth garda les yeux sur les papiers. Vous devriez manger quelque chose, dit Adam depuis l'embrasure. Je le ferai dans 1 minute. Vous n'avez pas mangé depuis ce matin. Ruth leva les yeux et l'expression sur son visage l'arrêta. Ce n'était pas de l'impatience. Ce n'était pas l'expression plate et prudente qu'elle avait apprise. C'était quelque chose de plus exposé. Le visage d'un homme qui regardait quelqu'un s'épuiser à la tâche pour lui et ne savait pas quoi en faire. Adam. Elle posa les papiers. Asseyez-vous. Il s'assit. Elle se leva, coupa 2 tranches de pain, en posa une devant lui et garda l'autre pour elle, puis se rassit. Tout va bien se passer, dit-elle. Vous ne le savez pas. Non, mais je sais que nous faisons tout ce qui peut être fait et que tout le reste est hors de notre contrôle. Elle le regarda fixement. Y a-t-il quelque chose sur ces papiers que Garrett pourrait vraiment utiliser? Une véritable irrégularité? Il resta silencieux. Il y a un écart dans les dates d'arpentage. 3 semaines entre le moment où mon père a déposé et le moment où l'arpentage a été officiellement enregistré. C'était un délai de traitement normal, mais sur le papier, on dirait que l'ordre pourrait être contesté. C'est ce qu'il utilise. Probablement. Alors nous viendrons avec McGee et chaque reçu et nous ne laisserons pas au greffier la place de s'interroger. Elle prit son pain. Manger. Il prit son pain. Ils s'assirent l'un en face de l'autre à la table de la cuisine avec les papiers entre eux et mangèrent en silence. Et c'était, pensa Ruth, le silence le plus complice qu'ils aient partagé depuis son arrivée. Jeudi matin arriva avec un ciel qui avait quelque chose en préparation. Ruth le remarqua quand elle sortit avant l'aube. Ce poids particulier dans l'air, cette immobilité qui n'était pas vraiment immobile, la façon dont la chaleur avait une pression différente de la chaleur ordinaire de juillet. Elle se tint dans la cour un moment et regarda vers l'ouest, où l'horizon avait une qualité qu'elle ne pouvait pas encore nommer, mais qui ressemblait à un avertissement. Elle rentra, fit du café et n'en parla pas. Ils se rendirent en ville en chariot, et Harriet était déjà sur les marches du palais de justice avec un homme qui devait être Arlen McGee. Maigre, aux cheveux blancs, se déplaçant lentement, mais avec l'allure de quelqu'un qui avait décidé il y a longtemps de ne pas être pressé par quoi que ce soit de moins qu'une véritable urgence. Il serra la main de Ruth avec une poigne qui la surprit et la regarda avec des yeux qui ne manquaient rien. « Vous êtes celle qui a dit à Garrett en face qu'il devrait montrer les papiers, » dit Maggie. « Je le suis. »« Bien. » Il le dit comme on dirait « Amen » à la fin d'une prière. Cet homme a besoin que quelqu'un le regarde dans les yeux depuis environ 12 ans. Garrett arriva avec 7 minutes de retard, ce que Ruth reconnut comme un choix calculé. Une petite manœuvre de domination, les faisant attendre, faisant de son entrée une concession qu'il accordait. Il avait un avocat avec lui, un homme en costume propre, qui portait sa sacoche avec l'aisance de quelqu'un payé pour paraître confiant quelles que soient les circonstances. Le greffier du comté était un homme mince nommé Hoskins,
qui portait des lunettes à monture métallique et avait le comportement de quelqu'un qui avait vu beaucoup de bêtises humaines et n'était plus surpris par aucune variété particulière. Il les plaça de part et d'autre d'une table, étala les documents que chaque partie avait apportés et commença à lire. Ruth observait l'avocat de Garrett comme elle avait observé les deux hommes qui avaient tenté de chasser son père de son magasin. Regardant non pas le visage, mais les mains, ce que les mains faisaient quand la pièce devenait silencieuse. Les mains de l'avocat, remarqua-t-elle, étaient très immobiles sur la table. Trop immobiles. L'immobilité d'un homme qui avait répété cela et s'en tenait au script. La réclamation, commença l'avocat, repose sur un accord antérieur entre le détenteur de la concession de terre originale, un certain Thomas Pierce, aujourd'hui décédé, et mon client, dans lequel une partie de la limite et de la propriété, spécifiquement la source d'eau et les 40 acres adjacents, a été verbalement convenue comme garantie contre une dette contractée en verbalement convenue, dit Hoskins. Il n'avait pas levé les yeux des documents. C'est exact. Vous présentez un accord verbal comme baie d'une contestation d'acte de propriété dans mon bureau. Une brève pause. Nous avons une reconnaissance écrite. Laissez-moi voir. L'avocat produisit un document. Hoskins le lut. La pièce était très silencieuse. Ruth regarda Adam, qui était assis droit à côté d'elle, les mains à plat sur la table et le visage ne trahissant absolument rien. Hoskins leva les yeux par-dessus ses lunettes. « Monsieur Magee, dit-il, et Magee se redressa sur sa chaise. « Ezra, vous étiez présent lors du dépôt original de l'acte de propriété des Pierce. J'y étais. Mars 1869. Thomas Pierce a déposé en personne. J'ai été témoin de la documentation d'arpentage et de l'enregistrement de l'acte. Il n'y avait aucune mention de dette, aucune charge et aucun accord de garantie attaché à une quelconque partie de cette propriété au moment du dépôt. Il regarda directement Garrett. Je m'en souviens spécifiquement parce que Thomas Pierce était un homme prudent qui lisait chaque mot avant de signer, et j'admirais cela chez lui. La mâchoire de Garrett bougea. Son avocat se pencha et lui dit quelque chose à voix basse. La reconnaissance écrite, dit à nouveau l'avocat, datée de 2 mois après le dépôt original. Jones représente un accord ultérieur entre Thomas Pierce et votre client, dit Hoskins. Correct. Thomas Pierce est décédé. Oui, cette reconnaissance porte la signature de Thomas Pierce. Elle la porte. Hoskins la regarda de nouveau, puis il regarda Adam. Monsieur Pierce, votre père a-t-il déjà mentionné une dette ou un accord avec cet homme? La voix d'Adam était égale. Non, monsieur, il ne l'a pas fait. Et mon père discutait de ses finances avec moi chaque année à la récolte. Il n'avait aucune dette impayée à sa mort. Sa succession a été réglée sans dette. J'aimerais voir le règlement de la succession, dit Hoskins. Ruth prit dans le dossier qu'elle avait apporté et plaça le document sur la table avant qu'Adam ne puisse prendre sa propre copie. Elle l'avait trouvé la nuit dernière, au fond de la boîte de dossier, et l'avait mis sur le dessus en refaisant le dossier ce matin-là. Hoskins le lut. La pièce respira autour d'eux. Ruth regarda Garrett pour la première fois depuis qu'il s'était assis. Il regardait le règlement de la succession avec une expression qui s'efforçait de rester composée et n'y parvenait pas entièrement. Son avocat était devenu très immobile à côté de lui, cette immobilité répétée à nouveau, mais avec quelque chose de nouveau, l'immobilité d'un homme reconsidérant sa position. Hoskins enleva ses lunettes, les nettoya et les remit. « Monsieur Garrett, dit-il, le document que vous avez présenté montre une signature, mais il n'est pas daté d'une manière qui soit cohérente avec la date reconnue. La distribution de l'encre sur la ligne de notation suggère que la date a été ajoutée séparément du corps du texte. » Il fit une pause. « Je ne rends pas de décision juridique dans ce bureau aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est que cette réclamation n'a pas la base probante pour procéder sans un examen plus approfondi, et je la renvoie à la cour de district pour examen. » Il regarda l'avocat. « Ce qui signifie que votre client n'a pas qualité pour contester l'acte des Pierce en attendant cet examen. La propriété reste sous le titre d'Adam Pierce. Toute tentative d'agir autrement serait une intrusion. » Garrett se leva. Sa contenance avait maintenant une fissure, petite mais visible. « Ce n'est pas fini, dit-il. »« Non, dit agréablement Hoskins. Ça l'est rarement. Bonne journée, messieurs. » Le ciel était devenu gris-vert quand ils quittèrent le palais de justice, et le vent s'était levé avec une intention qui faisait tirer les jupes de Ruth sur le côté.
Harriet regarda vers l'ouest et dit avec l'autorité de quelqu'un qui lisait la météo du Kansas depuis 12 ans. Ça arrive vite. Elle n'avait pas tort. Quand le chariot fut à mi-chemin de la maison, le ciel à l'ouest avait pris la couleur d'un vieux bleu et le vent était passé de déterminé à insistant. Les chevaux le sentirent avant les humains. Ruth les regarda commencer à bouger avec cette inquiétude particulière, la tête haute, qui signifiait que leurs instincts avaient dépassé leur dressage. « À quelle distance? » demanda-t-elle. 20 minutes. Adam poussait déjà les chevaux plus vite. Peut-être moins si ça bouge vite. Accrochez-vous. La tempête frappa le bord de la propriété juste au moment où ils entraient dans la cour. Adam mit les chevaux dans la grange en 4 minutes chrono tandis que Ruth courait vers la maison. Et le temps qu'elle ait verrouillé les fenêtres et la porte, la pluie tombait à l'horizontale et le tonnerre était du genre qui reste dans la poitrine après son passage. Elle allumait la lampe quand Adam entra par la porte arrière, trempé, et s'arrêta dans la cuisine, l'eau coulant du bord de son chapeau. « Les chevaux sont en sécurité, dit-il. Asseyez-vous. Je vais chercher une serviette. » Elle lui apporta une serviette et s'assit à la table de la cuisine et la pressa contre son visage. Et la tempête poussait contre les murs de la maison avec un son qui ressemblait à une dispute personnelle. « Vous avez été bonne aujourd'hui, » dit Adam de derrière la serviette. « Nous avons été bons aujourd'hui. » Il baissa la serviette et la regarda. « Vous avez trouvé le règlement de la succession. Je n'y avais même pas pensé. Vous pensiez à d'autres choses. » Ruth s'assit en face de lui. « Est-ce bien de laisser quelqu'un d'autre penser aux choses parfois? » Il la regarda un long moment. Le tonnerre gronda de nouveau, plus près, et la flamme de la lampe trembla. « Ruth, dit-il son nom comme il avait commencé à le dire, sans préambule, droit au but. Je dois vous dire quelque chose. La façon dont il le dit lui fit dresser les poils sur la nuque. D'accord. Quand j'ai mis cette annonce, quand j'ai écrit ces lettres, je faisais ce que je vous ai dit. J'avais besoin de quelqu'un pour la maison, pour la terre. » Il posa la serviette sur la table. « Mais ce n'est pas ce que j'ai pensé le premier matin où je suis entré et que j'ai trouvé le café prêt, le plancher à moitié posé, et vous à genoux dans le potager à parler à la terre comme si elle vous devait quelque chose. » Ruth garda son visage très immobile. « Qu'avez-vous pensé? » Il regarda ses mains. « J'ai pensé que j'avais fait une erreur pire que je ne le réalisais en vous faisant venir ici. » Il leva les yeux. « Parce que vous n'étiez pas ce à quoi je m'attendais. Et ce à quoi je m'attendais était quelque chose que je pouvais garder à distance. Et ce que vous êtes réellement, c'est... » Il s'arrêta. Il avait ce regard d'un homme qui était arrivé au bout de ses mots. « Vous n'êtes pas facile à garder à distance. » Le cœur de Ruth faisait quelque chose qu'elle ne lui avait pas demandé. Elle garda sa voix égale. « Est-ce une plainte? » « Non, dit-il sans hésitation. « Ce n'est pas une plainte. » La tempête frappa le toit avec un son de verdict et la lampe trembla de nouveau. Et Ruth regarda Adam Pierce de l'autre côté de la table de la cuisine, avec ses cheveux mouillés et son visage honnête, fatigué, buriné. Et elle comprit que quelque chose venait de changer entre eux, aussi irrévocablement que le sol se déplace quand l'eau trouve enfin la ligne de faille. Elle tenda la main sur la table et la posa sur la sienne. Il baissa les yeux sur sa main. Puis il retourna lentement la sienne et la tint. Dehors, la tempête faisait rage contre la maison avec tout ce qu'elle avait. À l'intérieur, la lampe tenait bon et aucun d'eux ne lâcha prise. La tempête laissa la terre lavée et silencieuse, comme le font les tempêtes quand elles ont dit tout ce qu'elles avaient à dire. Ruth se réveilla le lendemain matin dans une immobilité qui semblait différente de celle à laquelle elle était arrivée 5 semaines plus tôt. Cette première immobilité avait été vide, le silence d'une maison qui avait oublié sa raison d'être. Celle-ci avait du poids, une présence. Comme l'air dans une pièce où quelqu'un vient de dire quelque chose de vrai et la vérité est encore en train de s'installer. Elle resta dans son lit étroit et écouta Adam bouger dans la cuisine. Et le son familier de ses bottes sur les nouvelles planches qu'elle avait posées, le rythme particulier de son matin, lui remplit la poitrine de quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à nommer. C'était une femme prudente. Elle croyait qu'il fallait nommer les choses avec précision, et elle ne croyait pas qu'il fallait les nommer avant d'être sûre. Elle se leva et alla à la cuisine. Il était au poêle, le dos tourné, et il se retourna quand il l'entendit. Il la regarda juste un instant avec l'expression spécifique d'un homme qui avait dit quelque chose la veille qu'il n'avait pas prévu de dire et qui calibrait maintenant si le matin l'avait changé. Ce n'était pas le cas.
Elle pouvait voir qu'il le savait. Le café est prêt, dit-il. Merci. Elle se versa une tasse et se tint à la fenêtre, regardant la cour. La tempête avait renversé une section de la clôture près du jardin. Deux de ces plantes de courge étaient pliées sur le côté, mais pas cassées. La clôture est tombée du côté nord du jardin. J'ai vu. Je peux la réparer ce matin pendant que vous... Je la réparerai. Il le dit sans argument, sans l'agressivité d'un homme établissant son territoire. Juste une déclaration. Vous avez fait le plancher, je ferai la clôture. Ruth se détourna de la fenêtre et le regarda. Il se versait son propre café, sans la regarder, et quelque chose dans cette délibération, la façon dont il lui donnait de l'espace pour absorber cette nouvelle version de leur arrangement, lui fit ressentir une tendresse compliquée qu'elle n'était pas non plus prête à nommer. « D'accord, dit-elle. « D'accord, acquiesça-t-il. Ils burent leur café et le matin entra par les fenêtres, propre et spécifique. Et aucun d'eux ne dit rien sur la nuit précédente, et aucun d'eux n'en avait besoin. Harriet arriva avant midi, ce qui n'était pas une surprise. Ce qui était une surprise, c'est qu'elle amena 3 autres femmes avec elle. Ruth entendit le chariot dans la cour et sortit pour trouver Harriet descendant avec l'efficacité d'une femme en mission. Elle était suivie de 2 femmes que Ruth reconnut de la réunion du dimanche, une femme solide et joyeuse nommée Bess Alcott et une femme plus jeune nommée Nell Patterson, dont le mari cultivait à 3 kilomètres au nord. Et une 4e femme que Ruth n'avait pas encore rencontrée, plus âgée que les autres, le dos droit et les yeux perçants, portant un chapeau qui avait connu des jours meilleurs, et se tenant comme si le chapeau n'avait aucune importance. « Voici Margaret Greer, » dit Harriet en guise de présentation. « Elle était au palais de justice hier. » Ruth regarda la femme. « Je ne vous ai pas vu. Vous ne me cherchiez pas. » La voix de Margaret Greer était sèche et totalement sans excuse. « J'étais à l'arrière. Je voulais voir comment ça se passait avant de me faire connaître. » « Et comment ça s'est passé? Assez bien pour que je sois ici. » Elle regarda Ruth avec une franchise qui lui rappela de manière inattendue son père. « J'ai connu Thomas Pierce, le père d'Adam. Je savais aussi pour les années de Garrett au bureau de l'évaluateur. » Elle fit une pause. « J'ai des documents qui n'ont pas été présentés hier. Le genre qui ne fait pas que défendre votre titre. Le genre qui enterre les réclamations si profondément qu'elles ne remonteront pas. » Ruth devint très immobile. Quel genre de documentation? « Entrez, » dit Margaret. « Ce n'est pas une conversation pour une cour. » Elles s'assirent autour de la table de la cuisine, toutes les 5, avec le dossier de Margaret ouvert au centre. Adam entra de la clôture et s'arrêta à la vue de 4 femmes à sa table de cuisine. Il regarda Ruth. Elle lui lança un regard qui disait « Fais-moi confiance. » Et elle tira la chaise à côté d'elle. Il s'assit. Margaret Greer, il s'avéra, avait été la comptable du bureau de l'évaluateur du comté les 2 mêmes années où Garrett y avait travaillé. Elle avait été licenciée en même temps que Garrett, victime de la même enquête interne qui avait innocenté Garrett de toute faute formelle, tout en l'encourageant discrètement à chercher un emploi ailleurs. Elle avait passé la décennie suivante à y tenir ses propres registres, comme une femme tient des registres quand elle connaît la vérité et sait que personne ne la lui demandera. « Il a déjà fait ça, » dit-elle. Elle posa une page sur la table. Samuel Hoyt, ferme à la limite est du comté, 1871. Garrett a présenté une réclamation d'accord verbal. Même structure, même avocat, même document de reconnaissance falsifié. Watt a réglé. Il a payé Garrett 400 $ pour que la réclamation disparaisse. La table était silencieuse. Watt ne s'est pas battu, continua Margaret, parce qu'il ne savait pas ce qu'il avait. Il ne savait pas que la signature sur la reconnaissance n'était pas cohérente avec les autres documents parce que personne n'a regardé. Elle regarda Adam. « Vous êtes la 3e propriété sur laquelle il a essayé ça. La 2e était une veuve près de Sélénus. Elle a vendu et a déménagé chez ses filles. La mâchoire d'Adam faisait cette chose tendue et contrôlée. Pourquoi n'êtes-vous pas venu avant? » Margaret le regarda fixement. « Parce que personne avant vous n'avait une femme prête à le regarder dans les yeux dans un magasin public et à exiger qu'il montre ses papiers à un greffier. » Elle jeta un coup d'œil à Ruth. « Ça a changé le calcul. » Ruth regarda les documents. « Ceci va à l'examen de la cour de district avec tout ce que Hoskins détient déjà. Ce n'est pas une défense. C'est un schéma. C'est une toute autre affaire. »« Ça l'est, » dit Margaret. « Fraude, potentiellement faux et usage de faux.
Le genre de choses que le procureur du comté veut une raison d'examiner depuis 3 ans. Bess Alcott, qui était restée silencieuse tout ce temps, se pencha en avant. Garrett ne restera pas tranquille quand il l'apprendra. Non, dit Ruth, il ne le fera pas. Elle regarda Adam. À quelle vitesse peut-il porter ça à la cour de district? Je peux aller au siège du comté demain matin, dit Adam. Y être avant midi. Prenez Maggie, dit Harriet. Il témoigne mieux qu'il n'écrit. Et prenez ça. Ruth tapota les documents de Margaret. Des copies. Nous gardons les originaux ici. Elle regarda Margaret. Irez-vous avec lui? Votre témoignage en tant qu'ancienne comptable. C'est pour ça que je suis venu, dit simplement Margaret. Adam regardait Ruth avec une expression qui avait quelque chose qu'il reconnaissait de la nuit précédente. Ce regard particulier d'un homme voyant quelque chose qu'il n'avait pas anticipé et en étant ému d'une manière qu'il n'avait pas autorisée. Il ne dit rien. Il regarda la table, puis de nouveau Ruth et fit un bref signe de tête. Demain matin, dit-il tôt. Ce soir-là, après le départ des femmes et le verrouillage des documents dans la boîte en cèdre sous le lit d'Adam, Ruth était dans la cuisine à faire la vaisselle quand Adam apparut dans l'embrasure avec quelque chose à la main. Elle se tourna et regarda. Il tenait une photographie. Pas celle de l'étagère, une différente, plus petite, usée au coin. « Mon père », dit-il. Il traversa la cuisine et la posa sur la table à côté d'elle, prise l'année où il a déposé l'acte. « Je voulais que vous voyiez à quoi il ressemblait. » Ruth sécha ses mains et la prit. Un homme dans la cinquantaine, aux épaules larges, avec les mêmes yeux sombres qu'Adam et la même qualité de franchise dans son visage. Debout devant ce qui devait être cette propriété. Le même horizon bas, la même étendue plate du Kansas derrière lui, la main à plat sur un poteau de clôture comme s'il revendiquait quelque chose. Il a l'air d'un homme qui savait ce qu'il avait, dit Ruth. Il le savait. Adam était appuyé contre le comptoir, les bras croisés, la regardant regarder la photographie. Il a économisé pendant 20 ans pour cette terre. Il est venu ici de l'Ohio, avec rien d'autre que l'argent et l'intention. Il fit une pause. Il m'a dit un jour, il a dit, « La terre ne se soucie pas de qui tu étais avant. Elle ne se soucie que de ce que tu fais maintenant. » Ruth posa la photographie. Elle regarda Adam. « Il ressemble à mon père. Qu'est-ce que votre père disait? » Elle y réfléchit. Il disait, « La mesure d'une personne n'est pas ce qu'on lui donne. C'est ce qu'elle fait quand la main est mauvaise. » Elle fit une pause. Il a dit ça juste avant de me dire d'arrêter d'être sentimental et de réparer la fuite dans le toit du magasin. Adam émit un son. C'était sans ambiguïté un rire. Court, silencieux, pris au dépourvu, mais authentique. Le genre qui sort avant qu'un homme ne pense à le retenir. Ruth le regarda, assez surprise pour oublier de faire semblant de ne pas l'être. Il se reprit. Le rire se transforma en quelque chose de plus chaud et de moins offensé. Un regard qui s'installa sur son visage sans excuse pour une fois. « Je n'ai pas fait ça depuis un moment, dit-il. Rire comme ça. » Il regarda la photographie. Claire disait que je riais comme un homme qui avait oublié qu'il en avait le droit. Ruth resta silencieuse un moment. Elle avait appris à s'asseoir avec le nom de Claire sans sourciller. Comme on apprend à s'asseoir avec toute vérité qui appartient à la vie de quelqu'un d'autre. « Étiez-vous heureux? » demanda-t-elle. Avec elle, il y réfléchit. Il réfléchit vraiment, comme il le faisait pour tout, sans se presser. J'étais ce que je savais être, ce qui était moins que ce qu'elle méritait. Je pense qu'elle l'était. Il s'arrêta. Claire était une femme qui avait besoin que la pièce soit pleine. Et je n'ai jamais été bon pour remplir les pièces. Non, dit Ruth, vous êtes bon pour les tenir. Il la regarda. Il y a une différence, dit-elle. Remplir une pièce, c'est du bruit. La tenir, c'est ce qui la rend sûre pour y être silencieux, pour y être honnête. Elle fit une pause. Ce n'est pas une petite chose, Adam. Il était très immobile. Dehors, les insectes du soir avaient commencé leur dispute estivale et la lumière à travers la fenêtre de la cuisine devenait dorée et lente. Ruth, dit-il, et quelque chose dans la façon dont il le dit, lui fit poser le plat. Je dois vous demander quelque chose. Demandez, quand ce sera réglé, quand l'examen de la cour sera terminé, et que Garrett sera parti et que tout cela sera résolu. Il s'arrêta, essaya de nouveau. Vous êtes venu ici selon les termes que j'ai écrits dans une lettre. Des termes pratiques, honnêtes, mais pas... Il regarda ses mains. Pas ce que vous méritiez. Adam, laissez-moi finir. Il leva les yeux. Je veux vous le demander à nouveau, correctement.
Pas parce que vous êtes capable et que vous travaillez dur et que la maison a besoin d'une présence, mais parce que il s'arrêta et l'expression sur son visage était la plus ouverte qu'elle ait jamais vue. Le visage sous le visage buriné, celui qui se tenait derrière le vide prudent depuis tout ce temps. Parce que je ne peux plus imaginer cette maison sans vous, et je ne le veux pas. La cuisine était très silencieuse. Ruth le regarda un long moment. Elle pensa à l'enveloppe scellée et au train de 2 jours et aux fleurs sauvages fanées dans le gobelet en fer blanc. Elle pensa à la voix de son père. Promesse-moi, Ruth. Elle pensa à la façon dont une promesse faite dans le deuil peut devenir, si on la laisse faire, Tcharumni. Quelque chose fait dans l'espoir à la place. Oui, dit-elle. Il cligna des yeux. Je n'ai pas encore posé la question. Oui. Quoi qu'il en soit, dit-elle, quelque chose arriva à son visage. C'était la meilleure chose qu'elle ait vue arriver à un visage depuis longtemps. La réorganisation particulière d'un homme qui s'était préparé à un combat et avait trouvé à la place que la porte était déjà ouverte. Il tendit la main à travers l'espace entre eux et prit la sienne. Il la tint comme il l'avait tenue la nuit précédente, avec précaution, comme quelque chose qu'il choisissait. Je prendrai une bague, dit-il, une vraie, quand je serai au siège du comté demain. Vous n'êtes pas obligé. Je le veux. Il la regarda fixement. Vous n'avez rien fait dans cette maison qui ne méritait pas plus que ce que je vous ai offert. J'aimerais commencer à corriger cela. Ruth regarda leurs mains jointes. Adam, vous avez réparé la clôture? La clôture? Vous avez dit que vous la répareriez. Vous êtes sorti ce matin et vous l'avez réparée sans en faire tout un plat. Et quand j'ai proposé de le faire moi-même, vous avez dit non. Pas parce que vous pensiez que je ne pouvais pas, mais parce que vous le vouliez. Elle leva les yeux vers lui. C'est le genre de choses qui compte pour moi. Pas les bagues, il soutint son regard. Vous aurez les deux, dit-il, la bague et la clôture. Elle rit, et la surprise de son propre rire dans cette cuisine, dans cette maison, dans cette vie dans laquelle elle était entrée avec 2 mâles et une promesse, fut suffisante pour lui piquer légèrement les yeux. Elle cligna des yeux pour retenir les larmes. D'accord, dit-elle, les deux. Adam partit avant l'aube le lendemain matin avec Maggie et Margaret Greer. Et Ruth se tint dans la cour et regarda le chariot s'éloigner jusqu'à ce que la poussière retombe. Puis elle rentra et se mit au travail. Elle était dans le jardin quand la fille de Bess Alcott, une jeune fille d'environ 12 ans nommée Clara, pas Claire, bien que Ruth ait sursauté la première fois qu'elle l'avait entendue, arriva en courant sur la route, les jupes au vent et le visage portant l'expression particulière d'un enfant qui délivre des nouvelles importantes et le sait. Mademoiselle Lanning, il y a un homme à notre ferme. Maman m'a envoyé. Ruth se redressa. Quel homme, Garrett? La fille reprit son souffle. Il est venu demander à papa pour la source, pour savoir si la source de Pierce se jette dans notre ruisseau. Papa lui a dit de partir, mais il a dit, elle déglutit, il a dit qu'il reviendrait et qu'il amènerait quelqu'un du chemin de fer. Ruth la regarda. Le chemin de fer? Oui, madame. Ruth pensa à la source d'eau constante à la lisière et de la propriété. Elle pensa à ce dont les chemins de fer avaient besoin par-dessus tout lorsqu'ils traçaient de nouvelles lignes à travers le pays sec du Kansas. Elle pensa à ce qu'un homme avec une revendication contestée sur une source d'eau pourrait vendre à un arpenteur de chemin de fer, Clara. Ruth garda sa voix égale. Retourne voir ta maman et dis-lui que j'ai entendu. Dis-lui de garder ton père à l'intérieur et de ne plus parler à Garrett aujourd'hui. Peux-tu faire ça? Oui, madame, bonne fille. Va. La fille courut. Ruth se tint dans le jardin, de la terre sur les mains et la chaleur de l'été pesant sur elle. Et elle comprit avec une clarté froide qui n'avait rien à voir avec la température ce que Garrett cherchait depuis le début. Pas 400 $ pour partir. Pas un règlement. Le chemin de fer. La source. Une terre qu'une compagnie de chemin de fer paierait 3 ou 4 fois sa valeur agricole si quelqu'un pouvait en livrer le titre. Ou une revendication assez convaincante contre le titre au bon moment. Elle rentra, se lava les mains et s'assit à la table de la cuisine avec un morceau de papier et un stylo. Elle écrivit 2 lettres, une à Adam au siège du comté, courte, factuelle, sans alarme, juste l'information sur le chemin de fer et l'instruction de l'ajouter à ce qu'il présentait à la cour. Elle la scella et écrivit son nom dessus. La seconde lettre, elle l'adressa directement au greffier de la cour de district, citant l'angle du chemin de fer comme étant pertinent pour l'examen de la fraude,
et demandant que la Cour émette une injonction temporaire contre tout transfert d'intérêt dans la propriété en attendant le résultat de l'examen. Elle ne savait pas si elle avait qualité pour demander une injonction. Elle soupçonnait que non. Mais elle soupçonnait aussi qu'une lettre écrite d'une main claire avec un langage juridique spécifique et une signature ferme atterrirait au minimum sur le bon bureau et ferait que quelqu'un pose une question. Son père avait toujours dit « Tu n'as pas toujours besoin de l'autorité pour demander. Tu as besoin du cran et de l'adresse. » Elle avait les deux. Elle sella la seconde lettre. Elle le demanda à la fille Alcott, qui, Ruth le remarqua, n'était pas encore rentrée et planait à la barrière avec l'espoir transparent d'une implication future, de porter les deux lettres au bureau de poste en ville, et de donner au maître de poste la lettre adressée à la cour et de lui demander de l'envoyer en express. La fille a pris les deux lettres comme si on lui confiait quelque chose de sacré et courut. Ruth retourna au jardin. Elle arracha les mauvaises herbes. Elle attacha les plants de courge pliés avec des bandes de tissu et les piqueta jusqu'à ce qu'ils se redressent. Elle travailla dans la chaleur de l'après-midi avec le calme concentré d'une femme qui a fait tout ce qui était en son pouvoir et qui attend maintenant. Le soleil était bas quand elle entendit le chariot. Elle se leva et se tourna et les voilà, Adam McGee et Margaret Greer remontant la route depuis la ville avec ce rythme tranquille qui signifiait quelque chose de bon. Parce que les hommes qui apportent de mauvaises nouvelles conduisent toujours plus vite. Adam arrêta le chariot dans la cour et descendit. Il la regarda de l'autre côté de la cour avec ses yeux sombres et ne dit rien. Mais son visage honnête, fatigué, buriné, avait quelque chose qu'elle n'y avait pas encore vu. Le soulagement, profond, réel et mal caché. La Cour a accepté le renvoi pour fraude, dit-il. Examen complet. Injonction sur toute réclamation concurrente et en attendant le résultat. Il fit une pause. Maggie a raconté l'histoire du dépôt de mon père pendant 45 minutes et a refusé d'être interrompue par qui que ce soit, y compris le greffier. Maggie, depuis le chariot, dit « Je n'avais pas fini. » « Et le chemin de fer ?» demanda Ruth. Adam s'arrêta. Quel chemin de fer? Elle lui raconta rapidement comme elle avait appris à lui raconter les choses, sans préambule, sans adoucissement, juste l'information dans l'ordre où elle était utile. Elle regarda son expression passer par 3 phases distinctes. La surprise, puis la compréhension froide d'un homme comprenant toute l'ampleur de ce qui lui avait été fait, puis quelque chose de plus dur et de plus silencieux. « C'est pour ça la source, dit-il. C'est pour ça, tout ça. » Il resta silencieux un moment. « Comment l'avez-vous découvert? » La fille de Bess Alcott. « Garrett est allé à leur ferme ce matin. Il la regarda. Et vous avez envoyé la lettre à la cour. Elle n'a peut-être pas de valeur légale, mais elle met l'information au dossier. » Adam se tourna vers la maison, puis se retourna. Il traversa la cour vers elle en 3 enjambées, et avant qu'elle ne comprenne bien ce qui se passait, il avait les 2 mains sur son visage, et il la regardait avec ce regard ouvert, celui qui vivait sous le regard buriné. Et il dit, « Ruth, que serait-il arrivé à cette terre si vous n'étiez pas venue? » Ce n'était pas une question. Elle y répondit quand même. « Vous auriez trouvé une solution. » Non, sa voix était certaine, je ne l'aurais pas fait. Elle leva les yeux vers lui, les mains encore sales du jardin et les cheveux se détachant de ses épingles, et le soir d'été devenant doré autour d'eux. Et elle pensa aux derniers mots d'un mourant, et à une coupure de journal entourée au crayon, et à une promesse faite dans le deuil qui, d'une manière ou d'une autre, à travers 6 kilomètres de route du Kansas, et une nuit d'orage, et une table pleine de femmes, et une file de 12 ans courant vers le bureau de poste, était devenue tout autre chose. « Adam, dit-elle, oui, vous me tenez toujours le visage. » Il regarda ses mains. Quelque chose traversa son expression, de l'embarras, et puis quelque chose qui n'était pas du tout embarrassé. Il ne la lâcha pas. « Je crois bien que oui, dit-il. » Ruth leva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis qu'elle était descendue de ce train dans la chaleur sèche du Kansas, elle se laissa sentir tout le poids de l'endroit où elle se trouvait. Pas seulement la ferme, pas seulement la maison. Lui. La gravité particulière d'une vie qui avait commencé comme une promesse à un homme mort et qui avait grandi sans sa permission ni sa planification en quelque chose qu'elle choisirait à nouveau. « La bague, dit-elle, l'avez-vous eue? » Il plongea la main dans la poche de son manteau sans lâcher son visage, ce qui nécessita un ajustement bref et peu digne de son coude, et sortit un petit paquet en papier. Il le pressa dans sa main. Elle l'ouvrit.
Une fine alliance en or, simple, nette et exactement comme il fallait. Ce n'est pas grand-chose, dit-il. C'est tout, dit-elle, et elle le pensait. L'alliance en or reposait sur le doigt de Ruth comme si elle y avait toujours été. Elle continuait de la remarquer dans les jours qui suivirent. Quand elle pétrissait le pain, quand elle arrachait les mauvaises herbes, quand elle était assise en face d'Adam à la table de la cuisine avec la lampe du soir entre eux et l'obscurité de l'été pressant aux fenêtres. Elle surprenait son éclat et ressentait le même petit choc à chaque fois. Pas de surprise exactement, mais d'une vie qui se confirmait, disant « Oui, c'est réel, oui, c'est à toi ». Adam remarqua qu'elle remarquait. Elle pouvait le dire à la façon dont il levait les yeux de ce qu'il faisait, croisait son regard, puis baissait les yeux sans rien dire, ce qui était, elle en était devenue à le comprendre, sa version d'en dire long. Ils n'avaient pas encore fixé de date de mariage. Il y avait des choses à attendre. L'examen de la cour, la question de Garrett, les affaires pratiques d'une vie qui était encore en train de se réorganiser. Mais la bague était à son doigt, la question avait été posée et répondue, et la maison avait maintenant une qualité différente. Comme une pièce change quand quelqu'un ouvre enfin la fenêtre qui était coincée tout l'hiver. 4 jours après le retour d'Adam du siège du comté, Harriet Cole arriva avec une énergie qui signifiait qu'elle apportait soit de très bonnes nouvelles, soit de très mauvaises, et qu'elle n'avait pas encore décidé quel visage adopter. Ruth était au puits. Elle leva les yeux et lut le visage d'Harriet en environ 2 secondes. « Dites-moi, dit Ruth. » L'avocat de Garrett s'est retiré. Harriet le dit comme si elle posait quelque chose de lourd. Il a déposé un avis de retrait auprès de la cour de district ce matin. Il a cité un conflit d'intérêts, ce qui est le jargon des avocats, pour dire que mon client est sur le point de devenir un fardeau que je ne porterai pas. Ruth posa le seau. Et Garrett? C'est la partie intéressante. Harriet la regarda fixement. L'arpenteur du chemin de fer avec qui il se réunissait, celui à qui il essayait de vendre les droits sur l'or, il s'avère que le chemin de fer connaissait déjà la source, Owen. Ils avaient fait leur propre relevé il y a 6 mois. Ils n'achetaient rien à Garrett parce qu'ils étaient déjà en conversation directe avec le comté pour le droit de passage. Elle fit une pause. Garrett n'avait rien à vendre. Il essayait de fabriquer une réclamation sur un accord qui était déjà en cours de traitement sans lui. Ruth resta silencieuse un moment. Il ne savait pas que le chemin de fer avait déjà été en contact avec le comté. Il ne le savait pas. Donc tout n'était qu'une arnaque basée sur de mauvaises informations. La bouche d'Harriet se pinça, ce qui signifie que l'examen de la fraude par la cour de district va trouver exactement ce que Margaret Greer a dit qu'il trouverait. Un schéma, un document falsifié et un homme qui a mené la même campagne dans 3 comtés. Le bureau du procureur a envoyé quelqu'un au siège du comté hier. Ruth reprit le seau, elle regarda la maison, la clôture qu'Adam avait réparée, le jardin où les courges s'étaient redressées après la tempête. « Est-il parti? » demanda-t-elle. « Garrett est parti la nuit dernière, selon le loueur de chevaux. » Harriet croisa les bras. Qu'il revienne pour les procédures judiciaires ou qu'il s'enfuit, c'est son problème maintenant. Ruth hocha la tête. Elle sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Pas de façon spectaculaire, pas comme une inondation ou une rupture, plutôt comme une longue expiration à la fin d'une dure journée. Le lent relâchement d'une tension qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait cessé d'en remarquer le poids. « Entrez, dit-elle, le café est frais. » Elle le dit à Adam ce soir-là, quand il rentra du champ avec de la poussière sur ses bottes et son chapeau repoussé par la chaleur. Il se tint dans l'embrasure de la cuisine et elle lui parla de l'avocat de Garrett, du relevé du chemin de fer, du procureur. Il écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il enleva son chapeau, le posa sur le crochet près de la porte et resta là, regardant le sol de la cuisine un long moment. « C'est fini, dit-il. C'est fini. » Il leva les yeux. Son visage faisait quelque chose de compliqué. Le soulagement le traversait, et quelque chose de plus ancien que le soulagement d'en dessous. Une chose longtemps retenue qui obtenait enfin la permission de se poser. « La terre de mon père, dit-il doucement. « Votre terre, dit Ruth, sans dette. » Il traversa la cuisine, s'assit à la table et mit son visage dans ses mains un moment. Juste un moment, comme le fait d'un homme qui ne va pas pleurer, mais qui a besoin d'un endroit privé pour mettre le sentiment. Ruth s'assit en face de lui et ne dit rien, parce que rien n'était nécessaire. Après un moment, il releva la tête. Ses yeux étaient secs et son visage était calme,
mais quelque chose y était plus doux qu'elle ne l'avait jamais vu. Ruth, oui, je veux me marier ce dimanche. Elle le regarda. C'est dans 4 jours, je sais. Harriet aura besoin d'au moins une semaine pour organiser. Je ne veux pas qu'Harriet organise. Il soutint son regard. Je veux que ce soit simple. Le pasteur, les gens qui nous ont aidés, la terre. C'est tout. Ruth pensa au grand mariage qu'elle n'avait jamais vraiment voulu, même jeune fille. Elle pensa à son père, qui avait épousé sa mère dans un palais de justice avec 2 témoins et avait appelé ça le plus beau jour de sa vie. Dimanche, dit-elle. Dimanche, dit-il. Il tendit la main sur la table et la posa sur la sienne, celle avec l'alliance en or et la tint. Elle écrivit à Harriet ce soir-là et ne fut pas surprise quand Harriet arriva le lendemain matin à 7 heures avec Bess Alcott et Nell Patterson et l'information qu'elle n'organisait rien. Elle aidait simplement. Et Ruth pouvait-elle, s'il vous plaît, arrêter de la regarder comme ça? Margaret Greer vint le vendredi. Elle apporta une longueur de coton blanc qu'elle gardait pour des raisons qu'elle n'expliqua pas. Et quand Ruth dit qu'elle ne pouvait pas l'accepter, Margaret dit « Ça fait 11 ans que c'est dans ma malle. Laissez-le être utile. » Et ce fut la fin de cette discussion. Ruth passa le vendredi soir à la table de la cuisine avec le tissu blanc et son aiguille. Et Adam s'assit en face d'elle, lisant un vieil almanach. Et aucun d'eux ne parla beaucoup, mais la pièce était si pleine de quelque chose que parler aurait été redondant. À un moment donné, il leva les yeux de l'almanach et la regarda. « Alors, vous n'êtes pas nerveuse, dit-il. L'êtes-vous, un peu? Pourquoi? » Il resta silencieux un moment. « Parce que je veux bien faire les choses cette fois. » Ruth le regarda par-dessus sa couture. « Adam, il n'y a ni bien ni mal, il y a juste nous. » Il la regarda comme il l'avait regardée la première fois qu'elle avait dit quelque chose qui avait atterri différemment de ce à quoi il s'attendait. Cette qualité particulière d'un homme qui se recalibre. « Comment faites-vous ça? »« Faire quoi? Rendre les choses simples. »« Elles sont simples, dit-elle. Nous les avons compliquées en y pensant trop. » Elle retourna à sa couture. « Dimanche est simple. Vous et moi, le pasteur et les gens en qui nous avons confiance. C'est tout ce dont ça a jamais eu besoin d'être. » Il resta silencieux un moment. Puis, votre père aurait aimé cet endroit. L'aiguille de Ruth s'arrêta juste une seconde. Puis elle continua de bouger. Il vous aurait aimé, elle dit. Il n'avait pas beaucoup de patience pour les hommes qui étaient décoratifs. Il aimait les hommes qui travaillaient. Je ne suis pas très décoratif, j'ai remarqué. Le son qu'il fit fut de ce rire court, silencieux, pris au dépourvu à nouveau. Elle les collectionnait maintenant, les cataloguait comme on catalogue des choses rares et précieuses. « Dormez, dit-elle. Dimanche arrive, que nous soyons prêts ou non. » Dimanche arriva, clair et chaud, comme le font les dimanches matins du Kansas en août, quand l'été a décidé de faire connaître sa position. Le pasteur Emery arriva à 9 heures sur un cheval trop vieux pour la chaleur et qui ne semblait pas s'en soucier. C'était un homme mince avec une voix étonnamment grande, qui célébrait des mariages et des funérailles dans le comté depuis 22 ans. Il serra la main d'Adam et regarda Ruth avec les yeux évaluateurs d'un homme qui avait marié beaucoup de gens et s'était fait une opinion sur ceux qui dureraient. Quelle que soit l'opinion qu'il se forma, il la garda derrière sa barbe. Harriet était là, et Bess et Nell et Maggie, qui arriva en chariot avec son chapeau propre pour l'occasion et le dos droit comme un piquet de clôture. Margaret Greer se tenait près de la clôture, les mains croisées, et l'expression d'une femme qui ressentait plus qu'elle ne voulait le montrer. La fille Alcott, Clara, avait réussi à obtenir une poignée de fleurs sauvages attachées avec une bande de tissu bleu et les présenta à Ruth à la barrière, avec une gravité que Ruth reçut avec une gravité égale, parce que cela le méritait. Ruth portait la robe blanche qu'elle avait faite en 4 jours, qui n'était pas sophistiquée et n'essayait pas de l'être. Elle lui allait bien. C'était suffisant. On se tenait près de la marche du porche dans les vêtements les plus propres qu'elle lui ait vu porter, son chapeau à la main, et ses yeux sombres la trouvant dès qu'elle sortit de la maison. Il la regarda comme elle le surprenait à la regarder quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Ouvertement, sans le vide prudent, sans la distance gérée. Elle traversa la cour vers lui. « Vous êtes... » Il s'arrêta. « Je sais, dit-elle. Vous aussi. » La cérémonie fut courte. Le pasteur Emery avait le bon sens d'un homme qui comprenait que les choses importantes avaient déjà été dites et que ce qui était nécessaire maintenant,
C'était la reconnaissance officielle de celle-ci. Il lut le livre et parla de partenariat et de fidélité. Et quand il demanda à Adam s'il prenait Ruth Lanning pour épouse, Adam dit « Oui, je le veux, je le veux », d'une voix qui n'avait aucune hésitation. Quand il demanda à Ruth, elle regarda Adam, son visage honnête, les mains qui avaient réparé la clôture, porté ses sacs et tenu les siennes pendant la tempête. Et elle dit « Oui, je le veux », avec tout le poids d'une femme qui comprend ce qu'elle choisit. Il n'y eut pas d'échange d'alliance. La bague était déjà à son doigt depuis 5 jours et ils savaient tous les deux que c'était exactement comme il fallait. Le pasteur Emery prononça les mots qui rendaient cela légal et Harriet émit un son qui n'était pas tout à fait un sanglot, mais qui y était adjacent, et McGee se racla la gorge d'une manière qui servait la même fonction. Et la fille de Bess Alcott jeta sa poignée de fleurs sauvages dans la direction approximativement correcte. Et Adam Pierce regarda sa femme pour la première fois et sourit. Ce n'était pas un petit sourire, c'était le vrai, celui qui impliquait tout son visage, qui venait sans stratégie ni gestion, celui que Ruth pensait être peut-être la première personne à voir depuis très longtemps. C'était le sourire d'un homme qui avait été en hiver pendant 3 ans et venait de comprendre que c'était l'été. Elle leva la main et la posa contre sa mâchoire. « Te voilà », dit-elle doucement. Il couvrit sa main avec la sienne. « Juste ici », dit-il. La célébration fut ce qu'Harriet appela modeste, et ce que tout le monde reconnut comme étant exactement ce qu'il fallait. Bess avait apporté de la nourriture. Nell avait apporté une tarte. Margaret Greer sortit une bouteille de quelque chose de la poche de son manteau avec l'air d'une femme qui attendait une occasion convenable et avait décidé que c'était celle-là. McGee porta un toast qui dura 6 minutes et aborda Thomas Pierce, le bureau de l'évaluateur du comté, le chemin de fer, la nature des transactions honnêtes et l'importance des femmes qui posent les bonnes questions. C'était le meilleur toast que Ruth ait jamais entendu. Elle le lui dit. « Jeune dame, dit-il, j'ai attendu 12 ans pour dire la plupart de ces choses. L'occasion valait l'attendre. » Elle s'assit avec Adam sur la marche du porche pendant que les autres parlaient dans la cour. Et l'après-midi d'été se déplaçait surtout avec sa chaleur particulière d'août. Et elle tourna l'alliance en or à son doigt et regarda les gens qui étaient devenus son peuple. Et elle se sentit pour la première fois depuis que son père avait lâché sa main, entièrement accompagnée. « À quoi penses-tu » demanda Adam. « À mon père. » Il resta silencieux, lui laissant l'espace pour cela. « Il a entouré cette annonce, dit-elle, avant même de me demander de promettre. Il y avait déjà pensé, l'avait planifié. » Elle regarda la bague. « Je pensais qu'il m'envoyait au loin, me trouvant un endroit où aller pour que je ne sois pas seul après. » Elle fit une pause. « Mais je pense maintenant, je pense qu'il savait quelque chose que je ne savais pas. Qu'est-ce que c'est? Que j'avais besoin de quelque chose vers quoi marcher. » Elle regarda Adam, pas seulement loin du deuil, vers quelque chose. Il la regardait avec ce visage ouvert, celui dont elle était tombée amoureuse avant de s'admettre que tomber était ce qui se passait. « L'as-tu trouvé » demanda-t-il. Ruth regarda la cour, Harriet riant de quelque chose que Bess avait dit, McGee et le pasteur en pleine discussion, qui était clairement une dispute sur la théologie, Clara Alcott assise sur la clôture mangeant de la tarte, avec le contentement concentré d'un enfant qui se considère comme essentiel aux événements. Elle regarda le jardin où ses courges s'étaient redressées après la tempête. Elle regarda la clôture qu'Adam avait réparée sans en faire tout un plat. Elle regarda son mari. « Je l'ai trouvé, dit-elle. » 3 semaines plus tard, une lettre arriva de la cour de district. Ruth l'ouvrit à la table de la cuisine pendant qu'Adam se tenait dans l'embrasure. Elle la lut d'une fois, la posa et la relut pour être sûre. « Garrett a été inculpé, dit-elle. Fraude et faux et usage de faux. L'affaire Whit et celle de la veuve de Selinus ont été rouvertes. La Cour recommande également un examen de son temps au bureau de l'évaluateur. » Elle leva les yeux. L'acte de propriété est confirmé. Net, incontesté, enregistré de manière permanente. Adam traversa la cuisine et prit la lettre. Il la lut lui-même, comme un homme lit une chose qu'il a besoin de voir du dehors de ses propres yeux. Puis il la reposa sur la table avec précaution, comme quelque chose qui méritait d'être posé doucement. « La terre de mon père, dit-il. « Votre terre, dit Ruth. « La nôtre. » Il la regarda. Quelque chose dans son visage, dans sa posture, dans son poids, avait changé dans les semaines qui avaient suivi le mariage. Pas plus doux, exactement, plus installé.
comme un homme qui s'était tenu prêt à affronter quelque chose pendant si longtemps qu'il avait oublié qu'il était sur ses gardes et ne s'était que récemment permis de se tenir droit. Je dois vous dire quelque chose, dit-il. Ruth attendit. Ce premier matin, quand je suis entré et que le café était déjà prêt et que le sol de la cuisine avait de nouvelles planches, il regarda ses mains, puis elle. Je me suis tenu dans cette embrasure et j'ai pensé, qu'ai-je fait en faisant venir une femme comme ça ici? Pas parce que c'était bon, parce que ça me faisait peur, je sais, dit Ruth. Vous saviez, je pouvais le voir. Elle croisa les mains sur la table. Vous étiez terrifié à l'idée de vous soucier à nouveau de quelque chose. Vous aviez perdu Claire et vous vous étiez construit autour de la perte. Et puis je suis arrivé et j'ai commencé à réparer le plancher. Elle le regarda fixement. Je vous ai fait peur parce que j'étais réel. Pas une solution, une personne. Il resta silencieux un long moment. Vous êtes la personne la plus honnête que j'ai jamais connue, dit-il finalement. Mon père dirait que c'est une façon polie de dire que quelqu'un est direct. Votre père avait raison sur la plupart des choses. On dirait bien. Elle prit la lettre de la cour et la tint un moment. Adam, il avait raison sur ça aussi. Elle posa la lettre, se leva et traversa la cuisine jusqu'à l'endroit où il se tenait. Et il mit ses bras autour d'elle avec la simple certitude d'un homme qui avait décidé il y a longtemps que s'il devait le refaire, il le ferait sans se retenir. Elle pressa son visage contre son épaule et sentit sa stabilité, la stabilité particulière d'un homme bâti pour l'endurance plutôt que pour l'apparence. Et elle pensa à un cercle de crayons au dos d'un almanach, à une lettre scellée et à une promesse faite au bord du deuil. Son père avait su. Il avait su ce dont elle avait besoin avant qu'elle ne le sache elle-même. Et il l'avait entourée au crayon, l'avait glissée dans un almanach et avait attendu le bon moment pour dire « Promesse-moi, Ruth ». Elle avait promis, et la promesse l'avait amenée ici dans cette cuisine, à cet homme, à cette vie qui sentait le pain et la terre sèche de l'été, et tout ce vers quoi elle ne savait pas qu'elle marchait. Dehors, l'eau du Kansas pressait sa chaleur contre la maison, et la source à la lisière et de la propriété coulait, claire et constante, indifférente aux revendications foncières ou aux relevés de chemin de fer. Comme elle avait coulé pendant 100 ans avant qu'aucun d'eux n'arrive, et comme elle coulerait longtemps après. Ruth Pierce, le nom encore assez nouveau pour ressembler à quelque chose dans lequel elle grandissait encore, qu'elle devenait encore, leva la tête de l'épaule de son mari et regarda son visage. « Prêt? » dit-elle. Il la regarda avec ses yeux sombres et honnêtes. « Pourquoi? » Elle sourit. « Pour tout. » Il soutint son regard un long moment, puis Adam Pierce, un homme qui s'était construit autour de la perte et avait appris lentement, avec beaucoup de difficultés, et avec l'aide d'une femme qui tenait ses promesses, à se construire autour de quelque chose de vivant à la place, lui sourit en retour. Certaines promesses commencent dans le deuil et finissent dans la grâce. Certaines portes ne s'ouvrent qu'après le pire hiver que vous ayez jamais vécu. Et certaines vies, les plus vraies, celles qui vous coûtent quelque chose à gagner, ne commencent pas avec la certitude, mais avec une enveloppe scellée et le cran de l'envoyer. Ruth Lanning avait fait une promesse à un mourant, et en la tenant, elle avait trouvé la seule chose qu'aucune annonce n'aurait pu décrire, et qu'aucune lettre n'aurait pu promettre. Un amour aussi simple, permanent et vital que l'eau coulant sur la pierre du Kansas. Elle était devenue avec 2 mâles et un cœur brisé, et elle avait construit quelque chose qui leur survivrait à tous les deux. C'était suffisant. C'était tout.